Après 5 minutes de monologue en français, dans une salle d'audience, le juge interrompt le demandeur d'asile. Il lui dit « Arrêtez, monsieur, dites-nous des choses vraies, s'il vous plaît, votre histoire n'est pas du tout crédible. » Le jeune homme d'origine congolaise semble agacé. Sans lui laisser le temps de répondre, le juge ajoute « Calmez-vous, ne le prenez pas mal, nous sommes ici pour apprécier votre sincérité. Soyez donc sincère, s'il vous plaît. » Cet échange, lors d'une audience à la Cour nationale des droits d'asile, qui est la juridiction administrative chargée d'évaluer les recours formés par des demandeurs d'asile et des demandeuses d'asile contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, n'a rien d'extraordinaire. C'est au contraire tout à fait banal. Et il est très fréquent d'entendre au cours des audiences, mais aussi dans les conversations avec les différents agents de la Cour, des termes liés au champ lexical de la vérité. L'univers judiciaire est par définition traversé d'une manière ou d'une autre par la recherche de la vérité. Mais l'omniprésence de la vérité dans la Cour, de la CNDA, doit également être mise en rapport avec le contentieux particulier qui est traité dans cette juridiction, à savoir l'asile. Parce que les discours qui entourent la question sont marqués depuis plusieurs décennies par la dichotomie vrai réfugié, faux réfugié, et la méfiance à l'égard des demandeurs d'asile s'est répandue dans les discours publics français, mais aussi plus largement au niveau européen. La plupart des candidats au statut de réfugié ne seraient pas, comme autrefois, des exilés politiques, mais plutôt des immigrés économiques qui abusent de la protection fournie par les États, par la France, aux personnes persécutées dans leur pays d'origine. C'est d'ailleurs ce qui apparaît dans les débats parlementaires au niveau européen. On peut penser aux débats à l'époque de la mise en place de Rodac. C'est aussi ce qui est mis en avant dans le contexte français au cours des débats parlementaires au moment des réformes des lois en matière d'immigration. On peut penser aux déclarations de Dominique de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères. Plus récemment, on peut penser aux déclarations de Claude Guéant lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Mais je ne vais pas parler de tout ça. Donc, à la recherche de la vérité propre à l'univers judiciaire, se greffe ici la mise en question des demandeurs d'asile, suspectés d'être en quelque sorte des profiteurs. Mais la suspicion n'a pas toujours été au centre des pratiques ni des représentations en matière d'asile et des réfugiés. Je n'ai pas le temps ici d'aller voir l'histoire et de remonter au monde antique. Je n'ai pas non plus le temps d'aller voir du côté de la fin du XVIIIe siècle la constitution montagnarde qui proclamait le droit d'asile. Je n'ai pas non plus le temps d'aller voir ce qui se passait au moment de la signature de la Convention de Genève en 1951, lorsque les États ont défini le réfugié comme une personne craignant avec raison d'être persécuté, je le rappelle, pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social ou pour ses opinions politiques. Je dirais simplement que pendant près de 30 ans, donc depuis la signature de la Convention de Genève, depuis la création de l'OFPRA, donc de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, et depuis la création de la Commission des recours des réfugiés, qui est maintenant donc devenue Cour nationale des droits d'asile, pendant près de 30 ans, la plupart des étrangers qui sollicitaient la protection de la France au titre de l'asile l'obtenaient, et que maintenant, la plupart des étrangers qui demandent la protection de la France au titre de l'asile ne l'obtiennent pas. Donc, à partir de l'enquête ethnographique que j'ai menée à la Cour, et qui était fondée sur des observations d'audience, mais aussi l'observation des délibérés, ce qui a été assez intéressant, et donc j'ai pu faire ça lorsque les magistrats me donnaient cette possibilité, mais aussi à partir des entretiens que j'ai pu avoir avec des juges, des rapporteurs, des interprètes et des avocats, notamment. Je vais essayer, dans cette présentation, très très vite, d'examiner les pratiques de jugement à la Cour et éventuellement la place de la suspicion. Donc,
À partir des années 80, il y a un accroissement des demandes qui est très considérable, et en même temps, il y a un accroissement des rejets en première instance par l'OFPRA, et ces deux questions vont confluer logiquement vers une augmentation du nombre de recours à traiter par la Commission. Et donc, l'institution que jusqu'alors avait très peu d'affaires à traiter et qui fonctionnait avec des auditeurs du Conseil d'État doit se transformer pour faire face à cette affluence des recours. Et donc, l'évaluation des dossiers va se faire désormais en deux temps. D'abord, un rapporteur va instruire le dossier et va proposer une recommandation. Ensuite, une formation de jugement va décider au terme d'une audience publique avec le requérant ou la requérante. Actuellement, pour que vous ayez une idée, la Cour emploie 120 rapporteurs et il y a à peu près 80 formations de jugement composées de 3 membres. Un président nommé parmi les juges administratifs ou de l'ordre judiciaire, un assesseur nommé par le HCR, donc le Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, et un autre assesseur qui est nommé par le vice-président du Conseil d'État sur proposition d'un nom parmi les ministres représentés au Conseil d'État de l'OFPRA. Jusqu'en 2009, les membres des formations de jugement étaient tous des vacataires. C'est-à-dire qu'ils siégeaient 2 ou 3 fois par mois, et puis ils partaient. Depuis 2009, il y a 10 présidents permanents qui sont là tout le temps et qui vont se voir attribuer une charge donc très importante du travail et qui, ensemble, vont prendre à peu près 40% du total des recours à traiter. Cette réforme des présidents, qui est inscrite dans la loi de 2007, va s'accompagner d'une transformation majeure. Je ne vais pas trop en parler, mais en tout cas, c'est le moment de la création de la Cour nationale du droit d'asile, donc on laisse tomber la commission. Et cette Cour nationale du droit d'asile va être désormais sous l'égide du Conseil d'État et non plus de l'OFPRA, comme c'était le cas avant. Donc, le recrutement des présidents permanents, je disais, vont prendre en charge à peu près 40% des dossiers à traiter. Et ce recrutement a pour objectif de travailler à ce que l'on appelle l'uniformisation de la jurisprudence, permettant concrètement de réduire les écarts dans les décisions, car d'après les informations, disons, informelles, mais connues de tout le monde qui circulent à la Cour, et même en dehors, le taux d'annulation, c'est-à-dire d'octroi du statut, est très variable selon les formations de jugement. Pour le dire très concrètement, certains magistrats accorderaient le statut très souvent, alors que d'autres ne l'accorderaient presque jamais. Et donc, c'est pour travailler à une uniformisation que l'on a mis en place ces 10 présidents permanents. Donc, comment se passent les choses, comment se passent ces 2 étapes dans la prise de décision? Alors, les rapporteurs, première étape, les rapporteurs sont chargés d'étudier le fond du dossier. Donc, évaluer le récit, le compte-rendu de l'entretien à l'OFPRA, les pièces complémentaires, le mémoire du recours, etc. Ils doivent formuler un avis, ils doivent aussi rédiger les décisions prises par les formations de jugement. Quand ils donnent leur avis, ils peuvent dire en gros 3 choses. Soit qu'ils sont favorables à une annulation de la décision, et donc c'est une décision favorable au requérant, donc octroi du statut ou éventuellement de la protection subsidiaire. Ils peuvent se manifester en faveur du rejet du recours, donc confirmer la décision de l'OFPRA, ce qui est défavorable au requérant. Ou, en 3e lieu, ils peuvent faire ce que l'on appelle une réserve d'avis, c'est-à-dire, en gros, dire qu'on ne peut pas dire. Pour les rapporteurs, plusieurs éléments vont s'articuler afin de formuler cette recommandation. Il y a clairement les questions de droit stricto sensu, c'est-à-dire l'application de la Convention de Genève, des jurisprudences, de la protection subsidiaire, mais il y a aussi 4 éléments que j'ai pu distinguer à partir des discussions que j'ai eues avec des rapporteurs. Il y a, en premier lieu, ce qu'ils appellent la cohérence du récit, c'est-à-dire ce qui relève de la logique interne de l'histoire racontée et des éventuelles discordances qu'il pourrait y avoir
entre un récit premier et les propos que les requérants tiennent par la suite. Deuxième lieu, la logique externe de l'histoire, c'est-à-dire sa plausibilité au regard du contexte géopolitique. Troisième lieu, la précision des propos. En général, ça veut dire, en gros, l'évaluation, l'appréciation plutôt de la spontanéité des déclarations tenues. Et en quatrième lieu, l'analyse des pièces complémentaires, c'est-à-dire des cartes du parti, des certificats médicaux ou autres. Alors, plusieurs chercheurs ont pu montrer et ont insisté et analysé en détail, comme Anthony Good qui est ici, les biais etnocentriques de ces grilles d'évaluation. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais simplement dire que ce qui m'intéresse, moi, en tout cas ici, c'est que ces éléments apparaissent comme un moyen technique, c'est le terme employé par les rapporteurs, pour se faire un avis sur les requêtes. Et c'est en s'appuyant sur cette technicité-là que la plupart des dossiers vont être écartés parce qu'ils ne se conforment pas à ces grilles. Donc ces outils techniques, qui font clairement partie de leur ethos professionnel, leur permettent par ailleurs aussi de créer une distance par rapport au dossier, de créer une distance par rapport aux histoires qu'ils lisent, une forme de détachement moral, si vous voulez, pour se protéger de l'exposition continuelle au malheur et avoir l'impression, comme me disait un rapporteur, d'être objectif dans l'évaluation. Alors, tous les rapporteurs s'appuient sur ces différents éléments pour donner une recommandation, mais ils ne le font pas tous de la même façon. Pour aller très vite, on pourrait dire qu'il y a 3 formes idéales typiques de rapporteurs, et ça vraiment de façon très schématique. Une première catégorie seraient les rapporteurs qui ont une formation en sciences politiques ou en relations internationales, parfois en droit, qui vont attacher une très grande importance au contexte géopolitique du pays en question et qui vont insister sur l'adéquation entre ce que l'on sait du contexte géopolitique et l'histoire singulière racontée. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, mais d'après les discussions que j'ai pu avoir, dans cet ensemble de rapporteurs, on pourrait trouver des rapporteurs qui se trouvent, disons, plutôt au centre ou à droite du spectre politique, pour être vraiment, encore une fois, très schématique. Une deuxième catégorie serait plutôt les juristes, donc formation en droit, qui vont s'intéresser surtout aux éléments juridiques, notamment la jurisprudence, l'application de la jurisprudence, ou qui vont soulever au moment des délibérés, où ils sont présents mais qui n'ont pas de vote, les possibilités de bien rédiger la décision. Et donc, sur quoi s'appuyer pour faire la décision. Ce groupe de rapporteurs se trouverait plutôt au centre ou vers la gauche dans le panorama, disons, politique. Troisième groupe, les humanistes, ou qu'on peut appeler les humanistes, est composé notamment des rapporteurs avec une formation en droit, mais là, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement leur formation que leur passé lié d'une façon claire ou un petit peu plus floue à l'univers associatif de la défense du droit des étrangers ou du droit d'asile. Qu'ils soient liés en tant que salariés dans le passé, bénévoles, adhérents, ces rapporteurs-là ont une approche plutôt globale des dossiers et qui est marquée souvent par une certaine forme d'empathie avec le requérant. Et ces rapporteurs-là se trouvent plutôt à gauche du spectre. Non, pas l'extrême. Non, si ça pouvait par rapport à... Donc, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ou en tout cas contrairement à ce que je pensais au début de mon enquête, les différences entre les catégories de rapporteurs ne se voient pas dans le résultat de leur travail. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je dis simplement que globalement, ils proposent tous, de façon assez claire et très fréquente, des rejets. Donc, quand ils font leur décision, ils proposent presque tous des rejets. Et donc, j'étais très déçue de voir que ces catégories ne servaient à rien. Et je dis, ils proposent presque tous, tout le temps, des rejets parce que, pour que vous ayez une idée, dans un corpus de 400 dossiers, j'ai trouvé juste 8 propositions d'annulation. Donc, vous voyez, c'est vraiment très peu. Et en plus, ces 8 propositions d'annulation n'étaient pas toutes
formulées par des rapporteurs que je trouvais les plus engagés ou les plus humanistes, si vous voulez. Donc, après un moment de déception, et dans les discussions que nous avons pu avoir, je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose. Et oui, j'ai trouvé quelque chose. Et même s'il n'y a pas des grands écarts, il y a une petite différence qui m'a semblé toute petite au début et que maintenant je trouve un peu moins petite, ou en tout cas plus significative. Et là, la différence se trouve dans les réserves d'avis. En fait, la plupart des réserves d'avis, qui ne sont pas très courantes, mais qui existent, sont faites par des rapporteurs que je mettrais dans la catégorie des humanistes. Alors, que font ces rapporteurs lorsqu'ils proposent une réserve, lorsqu'ils font une réserve plutôt? En fait, ils font une sorte de calcul qui prend en compte différentes variables. D'une part, leur conviction par rapport au dossier. Bon, est-ce que je suis plutôt favorable? J'y crois ou pas? Puisque c'est en fait dans ces termes-là que la question se pose. Et si j'y crois, bon, qu'en est-il de la formation de jugement? Est-ce qu'ils sont plutôt sévères? Est-ce qu'ils sont plutôt généreux? C'est dans ces termes que les choses sont formulées. Et donc, si le rapporteur sait que le président, mettant d'une formation de jugement, est plutôt considéré comme étant sévère, peut-être que le rapporteur n'a pas envie de, comme m'expliquait l'une d'entre elles, se griller, et donc va proposer plutôt une réserve d'avis qu'une proposition d'annulation. Et à cela s'ajoute une autre variable qui est de réfléchir à la réputation qu'ils considèrent avoir parmi leurs collègues. Donc, s'ils ont une réputation d'être trop laxistes, peut-être qu'ils vont essayer de faire une réserve plutôt qu'une proposition d'annulation. En fait, pour aller très vite, ce calcul qui est fait est le fruit, bien entendu, d'un apprentissage des règles explicites et implicites de l'institution, mais aussi des marges de manœuvre, des négociations qui peuvent être possibles avec les différents acteurs de la Cour. Et ce qui est intéressant pour moi ici, c'est que les réserves d'avis ouvrent une brèche dans la pratique quotidienne qui est marquée par les rejets. Elles peuvent être pensées, en tout cas je voudrais les penser, comme une forme voilée d'engagement de la part de ces humanistes qui laissent par ces biais une place au doute. Et là c'est intéressant parce que le doute, me semble-t-il, doit être distingué de la suspicion, car il ne s'agit pas, ou il ne s'agit plus d'une attitude de méfiance permettant d'opérer le tri entre des vrais et des faux, mais d'une hésitation sur la recommandation à tenir, qui peut être considérée d'une part comme une position éthique vis-à-vis des requérants, éventuellement vis-à-vis de l'institution de l'asile, position éthique et politique aussi, mais qui, contrairement à la suspicion, va généralement bénéficier aux requérants. Puisque d'après les données que j'ai pu recueillir, 2/3 des réserves d'avis ouvraient la place à une annulation par la suite et donc à un octroi du statut. Je vais laisser la première étape là et je vais aller aux formations de jugement. Donc, deuxième étape, c'est eux qui décident. Les formations, donc, doivent entendre les requérants au cours d'une audience publique et, pour aller très vite, les juges constituent un groupe vraiment très hétérogène. Il y a des grandes différences en termes de formation professionnelle, des trajectoires personnelles et aussi dans les façons d'approcher les dossiers et les demandeurs. Il y a des magistrats qui se pensent et sont pensés par les autres, par les collègues, comme étant très sévères, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, et d'autres qui, au contraire, se pensent comme étant très généreux et qui, en même temps, sont les rumeurs qui courent autour d'eux, c'est qu'ils sont effectivement très généreux. Mais quelle que soit l'attitude ou l'approche qu'ils adoptent ou qu'ils ont, l'évaluation donc passe toujours par l'interrogation et l'observation du requérant ou de la requérante pendant l'audience. Bien entendu, l'audience possède une dimension performative très forte qui est liée à la ritualité de l'univers judiciaire, où les prises de parole sont organisées, codifiées, où le langage corporel, discursif sont importants. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais simplement souligner que les aspects juridiques, les supports matériels, les objets, l'exercice corporel du requérant, ses compétences linguistiques, les opinions politiques des juges sur le pays d'origine d'où vient la personne, tout ça va s'agencer au moment de l'audience pour aider les juges à se faire une conviction de la demande et du demandeur. J'ai un petit peu de temps.
Maintenant, c'est le négatif. Mais... Ah, on est en négatif déjà. négatif. Bon, je vais aller très vite. Je voudrais très vite raconter une audience. Donc là, c'est l'audience d'un requérant turc d'origine kurde de 37 ans qui se présente habillé d'un costume noir-marron, une chemise à motif, une sacoche noire, il n'a pas de cravate. La formation de jugement est composée de 3 hommes qui ont déjà eu l'occasion de siéger ensemble. On appelle l'affaire, il s'installe, lui, son conseil, l'interprète. Le rapporteur commence et résume le dossier. Il dit le demandeur allègue être un militant de la cause kurde, très actif dans le milieu culturel de son pays. Je suis perdue. Et il est recherché par les autorités. Il s'agit d'un réexamen, c'est-à-dire que l'affaire a déjà été rejetée, mais il demande la réouverture du dossier. Réexamen qui est recevable, mais le rapporteur va proposer le rejet pour crainte non établie, pour crainte en cas de retour non établi. Le président va donner la parole à l'avocat. L'avocat va insister sur la recevabilité de la demande et va rappeler que son client a été sur le point d'être expulsé du territoire français, mais qu'une décision du tribunal administratif, et là on se remet à tout ce que nous a raconté Nicolas, l'en a empêché en indiquant qu'il serait recherché dans son pays et qu'il craindrait des traitements inhumains et dégradants. Avant de finir sa plaidoirie, il demande au président si le requérant peut leur montrer un extrait d'une vidéo. La formation de jugement dit oui, et donc le requérant se lève, apporte un ordinateur au bureau des juges et il leur montre un extrait d'un entretien journalistique d'une émission française où il se trouve là, lui, et il explique tout ce qu'il fait pour ses compatriotes kurdes, ses activités culturelles. Il leur laisse également un ensemble d'articles de presse où il en parle. Les juges vont s'intéresser aux documents et là, tout de suite, le président va lui demander comment il se les est procurés. Il entend la réponse, il entend la traduction plutôt de l'interprète, il répond, l'interprète explique. Ensuite, deuxième question, le président va lui demander s'il parle un peu le français. Et là, sans attendre la traduction de l'interprète, il va dire « Oui, monsieur, je parle un tout petit peu ». Après, troisième question, elle sera posée par le jeune assesseur du HCR qui va lui demander sa perception de ce qu'il appelle la certaine souplesse du gouvernement turc manifestée dans des discours récents où la question kurde est minimisée par le gouvernement. Là, le requérant va remercier, nous explique l'interprète, va remercier la question parce que, dit-il, cela lui donne l'opportunité de parler des événements récents et expliquer l'importance de se faire bien voir par l'Europe, donc du gouvernement turc. Il n'y aura plus de questions, donc 3 questions seulement. Plus tard, plus exactement 2h30 plus tard, de le délibéré, qui va durer 27 minutes et où 11 affaires seront traitées, cette affaire sera la seule à être annulée, donc à obtenir le statut. Et c'est l'attitude sérieuse, c'est le terme qu'ils utilisent, du requérant qui est mise en avant par les juges, ainsi que les images vidéo qu'il leur a montrées. L'assesseur représentant l'administration va souligner la sincérité du requérant. Le président va être d'accord, il va dire « ce type est sincère, c'est tout bon ». 2 éléments vont, me semble-t-il, s'articuler ici pour rendre compte de la sincérité du requérant et à travers elle de l'authenticité de ses propos et de ses manières. D'une part, les compétences linguistiques du requérant, qui comprend, qui parle français, et qui est respectueux, etc. Et deuxième élément, les documents mobilisés, donc la vidéo, les articles, etc. Mais un troisième élément, qui est plutôt de nature juridique, va être mis en avant lors de la rédaction de l'annulation, c'est-à-dire la décision du tribunal administratif dont on parlait l'avocat, et décision donc qui annulait la procédure de renvoi et signalait que cette personne aurait des craintes en cas de retour. Cette illustration, juste pour vous dire que cela est très peu courant. La plupart des demandeurs d'asile ne peuvent pas mobiliser autant de documents, ne possèdent pas les compétences de ce requérant. Et c'est assez simple, quand on observe des audiences, on voit très vite qu'il existe une inégalité des dispositions des demandeurs d'asile en fonction de la classe sociale, du niveau scolaire et surtout
de la compréhension des enjeux de l'audience. La plupart du temps, les requérants ne présentent pas ou présentent peu de documents à l'appui de leur récit. Les avocats ne soulèvent pas des éléments juridiques ponctuels et la plupart du temps, aucune émotion, aucun sentiment ne semble se donner à voir de la part des juges. Ce que l'on perçoit assez souvent, c'est une forme de lassitude à l'égard des requêtes qui, comme on disait un juge, sont toujours les mêmes. Et ce caractère répétitif des dossiers et la routinisation du processus de prise des décisions dans ces cas-là vont conduire à une sorte d'érosion des affects. L'indifférence des agents qui en découle s'articule bien souvent avec l'économie de la suspicion à l'égard des demandeurs d'asile, car des récits qui se ressemblent deviennent tout de suite des faux. Occasionnellement, je vais essayer d'aller plus vite, le face-à-face avec le requérant... Aller plus vite, il faut couper un peu. Oui. Le face-à-face avec le requérant peut toutefois susciter des émotions. L'émotion ressentie face à une jeune fille démunie qui est à peine majeure, qui a du mal à s'exprimer, ou l'admiration et le respect que va provoquer la déclaration d'un requérant guinéen quand il explique sur ce qui l'a motivé à s'engager en politique. Toutes ces émotions, ces sentiments qui globalement sont la compassion, l'admiration, l'estime, ouvrent la voie vers l'octroi du statut. Et ce sont ces éléments émotionnels-là qui sont soulevés par les juges au cours des délibérés lorsqu'ils discutent à propos des différents dossiers. En fait, ces cas montrent que le face-à-face opère comme un moment de vérité où l'on attend des demandeurs qu'ils performent leurs conditions, des réfugiés, des combattants aguerris, des victimes. Ces cas montrent aussi que l'intime conviction est constituée, en tout cas en partie, pas toujours, mais en partie, parfois par les perceptions et les émotions suscitées au cours de l'audience. Et bien entendu, les réactions affectives là vont dépendre des dispositions à l'émotion des juges, et elles vont dépendre aussi de la capacité des demandeurs d'asile à émouvoir. Mais ce qui me semble intéressant, et je vais conclure là-dessus, c'est que la mobilisation des émotions va présenter toutefois un caractère ambivalent, parce que les réactions affectives des juges vont devenir un indicateur de la sincérité des requérants et vont renforcer ainsi la distinction entre ceux qui sont des vrais réfugiés et ceux qui ne le sont pas. Et c'est parce que ces réactions sont peu fréquentes que l'on peut confirmer que la majorité des demandeurs, donc qui n'éveillent pas ces émotions, ne sont pas des vrais. Mais cette vérité des émotions s'accompagne, me semble-t-il, d'une conception particulière de l'asile. Pour toutes les personnes avec qui j'ai pu discuter à la Cour, l'asile est à préserver. Lorsqu'on discute avec des juges et des rapporteurs dans la façon dont ils pensent leur travail, la dimension protectrice de l'activité de la Cour, et donc de l'État, c'est-à-dire protéger les persécutés, est souvent mise en avant. Ce qui apparaît aussi souvent dans les discours, c'est une histoire et une tradition de protection des réfugiés qu'ils se doivent de prolonger. L'asile se dessine dans tous les cas comme une institution dotée d'une charge puissante et comme une valeur à défendre. Mais la valorisation de la protection asilaire va conduire à la disqualification des demandeurs d'asile. Car plus l'asile devient une entité esthétisée, plus il est difficile d'établir des correspondances entre cette institution abstraite de l'asile et les demandeurs d'asile concrets, les personnes réelles, les histoires concrètes. Et donc, pour terminer sur une provocation, je dirais que cette conception morale de l'asile conduit au paradoxe de protéger l'asile contre les exilés. Merci.